Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes. Nous sommes avec Éric Piolle, le maire de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On ne cache pas que vous êtes bien évidemment candidat à la présidentielle, enfin pour votre parti Écologie des Verts. Vous avez évoqué lors de cette conférence au MIPIM le fait que Grenoble a été choisi comme capitale verte de l'Europe en 2022. Vous pouvez nous détailler un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, effectivement, c'est la Commission européenne qui fait ce choix sur l'évaluation de 12 critères, à la fois sur le bilan, mais aussi la trajectoire qui est portée. Donc ça va de l'adaptation au changement climatique, puisqu'il est déjà là, et dans les Alpes, vous savez que ça va 2 fois plus vite qu'ailleurs. On a déjà passé les 2 degrés de réchauffement. La lutte contre le dérèglement climatique, évidemment, mais aussi des thématiques comme les déchets, le bruit, la pollution de l'air, la gouvernance. Et donc, c'est à la fois une fierté, mais surtout, pour nous, la façon de nous projeter à un horizon 2030 en proposant dans ces 12 thématiques des défis à adopter pour les acteurs publics, pour les acteurs privés, pour la société civile, donc qui permet de se fédérer derrière un objectif commun. Alors parmi ces enjeux, il y a celui de la consommation foncière. Alors comment on fait pour ne pas consommer, continuer à construire, reconstruire la ville sur la ville? Est-ce que ça n'a pas les limites? Grenoble, c'est assez enchâssé entre des montagnes, des rivières, enfin des fleuves. C'est dense, c'est la 3e ville la plus dense de France. Voilà, donc comment on fait? 3e ville centre la plus dense de France. Donc il y a plusieurs enjeux. Il y en a évidemment autour des friches. Nous avons énormément de friches. Et donc là, l'acteur public et l'acteur public national, en l'occurrence, a un rôle à jouer parce que réhabiliter des friches, ça n'est pas possible pour un acteur privé. L'économie du projet ne fonctionne pas. Donc là, il y a un besoin de soutien de l'acteur public. Il y a le deuxième grand schéma, c'est évidemment celui des logements vacants, qui est de plus en plus important. Un troisième autour excusez-moi, on en est combien de logements vacants à Grenoble? Logements vacants, on l'estime aujourd'hui à 4000. Donc bon, on n'est pas dans des échelles qu'on peut connaître à Marseille, mais un peu partout en France, nous avons cette problématique des logements vacants. Et puis une troisième dimension qui est de lutter contre ce qui va arriver, la spéculation foncière qui a démarré via des problématiques comme Airbnb, mais qui va s'accentuer avec la réorientation de masse monétaire énorme dans le secteur foncier agricole, foncier forêt et foncier logement. Donc là, c'est un champ qui est colossal. Et puis, il faut continuer aussi à construire. Mon engagement dans cette campagne présidentielle, c'est la construction de 750 000 logements sociaux dans le mandat, donc une vraie accélération. La construction de logements sociaux a été cassée complètement en 2018. Et puis l'enjeu fort de la réhabilitation, où on vise 700 000 logements par an, avec 0 reste à charge pour les 5 premiers déciles. Et puis également dans le tertiaire, où là, on vise rénovation obligatoire pour le tertiaire de plus de 1000 m² d'ici 2030, sauf pour la partie tertiaire qui consomme peu d'énergie, notamment tout ce qui est hangar non chauffé ou très peu chauffé, puisque là, évidemment, il faut choisir l'efficacité quand elle est déjà là. C'est pas la peine d'engager des frais. Alors, 700 000 logements sociaux par an, on est à 750 000 logements sur le mandat, 150 000 par an. D'accord. Non, là, je me disais, c'est invraisemblable parce qu'on était loin. On est à 85 000 agréments en 2020. Oui, c'est ça. Ça fait x2, ça fait à peu près x2. C'est les recommandations de la Fondation Abbé Pierre. C'est avec eux qu'on a travaillé ces questions-là. Et parmi les freins au logement social, il y a certes la question du financement, mais qui semble-t-il est moins prégnante aujourd'hui. C'est majeur. C'est le premier frein aujourd'hui de la construction de logement social, c'est la question du financement. C'est pas la question des permis. L'État, non, vraiment. Enfin, le débat sur le permis de construire est toujours intéressant, puisque notamment dans des phases préélectorales, il y a un certain nombre de maires qui ont tendance à être moins porteurs en termes de logements sociaux. Mais le frein principal, c'est le frein financier. Les bailleurs sociaux mettaient 0 de fonds propres il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont entre 25 000 € de fonds propres par logement. C'est en train d'aller très vite. C'était en 2014 qu'on est arrivé, on était aux alentours des 18 000, 20 000. Maintenant, on commence à avoir des projets où on met 30 000 € de fonds propres. Et donc, il y a une économie du logement social qui a été brisée vraiment en 2018 avec le 1,3 milliard qui a été ponctionné sur le logement social. Je voulais aussi revenir sur une des phrases que vous avez dites lors de la conférence de presse, enfin de la conférence qui nous a précédé. Le défi majeur est que le secteur de la finance ne se redéploie pas sur les biens communs que sont notamment la forêt, le logement. Vous dites ça, on est au MIPIM.
dans la salle, il y a nombre d'investisseurs institutionnels. Alors comment on fait? Parce que est-ce que les institutionnels sont si méchants que ça pour le logement? Là, on est dans une phase à enjeu. Les institutionnels, ils ont plutôt lâché le secteur du logement depuis 20-30 ans. Et le risque qu'ils y reviennent de façon majeure, ça commence dans certains pays, et on voit cette amorce-là également en France, sur le logement, sur le foncier agricole, sur la forêt, on voit ces dynamiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous ces investisseurs qui ont investi et plutôt spéculé dans les actifs industriels, vous voyez l'évolution du CAC 40, vous voyez l'évolution du S&P 500, du Nasdaq, etc. Et dans les actifs bruns, tout ça, les actifs bruns, aujourd'hui c'est des milliers de milliards qui sont investis là, tout ça vaut zéro en 2050. Et donc, comme d'habitude, cette énorme bulle va se dégonfler en espérant qu'elle n'explose pas et se redéployer là où il y a aujourd'hui du profit à faire pour demain. Et donc, nous devons protéger ces secteurs de ces masses spéculatives parce que quand elles arrivent, ça peut faire vraiment une bascule qui sera intenable pour notre vie quotidienne et intenable d'ailleurs pour le secteur de la promotion parce que tenir face à des masses financières de cette taille-là qui arrivent, ça peut engendrer des effets d'aubaine pour certains, mais un déséquilibre total du marché. Alors on serait, selon des chiffres qui vont paraître, là, 3 milliards d'euros investis dans le logement par les institutionnels depuis le début de l'année. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un modus vivendi? On a besoin d'un parc locatif. Il faudra réguler. Il faudra réguler très fortement pour protéger le logement de ce facteur spéculatif. Les Françaises et Français ont vu la part de l'argent de leurs dépenses contraintes dans le logement doubler en l'espace de quelques décennies. Et donc ça ne peut pas continuer. Nous avons besoin de freiner cela sur le logement et de réinvestir notamment sur la partie alimentation, où là on voit bien que la part de nos dépenses contraintes alimentaires a elle baissé et ça a entraîné cette déconnexion avec le monde de l'agriculture, les revenus des agriculteurs et ce système agricole qui doit complètement changer lui aussi. Il y a aussi la question des forêts. Il y a le bois des Alpes. Je crois qu'il y a un label ou en tout cas un certificat. On travaille beaucoup effectivement avec eux. Et ce bois des Alpes, lui aussi part à l'export en Chine, aux États-Unis. Malheureusement, comment on fait pour justement changer ça? On construit des filières. Les acteurs de terrain construisent des filières. Ça part de la question de la propriété dans la forêt. D'abord, il nous faut, dans mes propositions, il y a laissé 10% de la forêt en libre évolution. Nous avons besoin par secteur de 10% en libre évolution pour retrouver de la biodiversité et éviter la migration vers des forêts plantées. Donc préserver toutes les forêts anciennes et interdire les coupes rases dans les forêts anciennes. Limiter les coupes rases dans les forêts plantées à 1 hectare et puis créer ces filières locales. Aujourd'hui, nous sommes pour la forêt comme si on était un pays colonisé, puisque les acteurs arrivent, prennent nos matières premières, vont faire de la valeur ajoutée à l'extérieur et viennent nous le rendre, nous le revendre avec un déficit commercial qui est colossal, puisque c'est plusieurs milliards d'euros de déficit commercial. Nous avons, alors que nous avons la 3e surface forestière d'Europe, nous avons 2 fois moins d'emplois dans ce secteur-là qu'en Allemagne, qui a pourtant une surface forestière beaucoup plus réduite. Et nous devons préserver la forêt, puisqu'aujourd'hui, vous savez que les 2 puits de carbone, c'est l'océan et la forêt, et que la forêt subit des stress hydriques qui font que ça peut devenir un émetteur de carbone et non plus un puits de carbone. Vous avez vu les derniers articles sur la forêt amazonienne, où il y a des endroits où ça commence à basculer. Et donc ça, c'est vital pour l'humanité de préserver ces puits de carbone. Un mot sur votre politique de déplacement également, parce que c'est bien sûr un élément essentiel de la qualité de vie dans une ville. Là aussi, qu'est-ce que vous mettez en place à Grenoble, qui plus est, qui est une ville quand même dont on a connu à Grenoble, une pollution la stratégie, c'est la réappropriation de l'espace public et le travail sur les déplacements du quotidien. Se réapproprier l'espace public, ça veut dire faire des trottoirs plus larges, ça veut dire planter. Nous sommes sur 18 km², c'est la surface, toute petite ville, Grenoble, 3e ville la plus dense de France. Nous avons planté 5000 arbres, nous allons en planter 10 000 de plus d'ici 2030. Nous avons fait plus de 160 zones d'agriculture urbaine. Donc ça, c'est se réapproprier l'espace public. Ça facilite les déplacements à pied. À la fois, c'est bon pour le commerce de centre-ville, mais c'est bon en fait pour notre patrimoine commun, notamment pour les milieux populaires, dont les logements sont aujourd'hui, les inégalités dans le logement sont majeures, à la fois en termes de nombre de personnes par logement
mais aussi d'isolation thermique. Et subir la précarité énergétique l'hiver et le four l'été, c'est majeur. Donc nous avons besoin de cet espace public. Et puis le reste, c'est évidemment une mobilité qui s'organise, des déplacements qui s'organisent autour du vélo comme mode de déplacement le plus facile, le moins cher, le meilleur pour la santé, le meilleur pour la pollution de l'air, les transports en commun, l'autopartage et les trains du quotidien à l'échelle du bassin de vie. Donc nous avons lancé le projet d'un RER grenoblois à l'échelle du bassin de vie, parce que là il faut travailler sur l'aire urbaine qui fait à peu près 700 000 habitants et nos 3 vallées qui doivent être connectées en cadence, donc tous les quarts d'heure, pour que ces déplacements puissent se faire de façon solide. Donc ça, c'est ce que nous faisons à Grenoble. Nous sommes devenus la capitale du vélo, ça fait maintenant 2 ans et on a été réaffirmé cette année pour cela. Nous avons évidemment travaillé aussi l'augmentation des transports en commun qui a connu une hausse forte et c'est 30%, 31% des gaz à effet de serre en France, c'est les transports. C'est la partie qui a pas diminué depuis 1990, donc c'est un secteur d'amélioration qui est extrêmement fort. Pour terminer, cette politique que vous menez à Grenoble, c'est un peu le laboratoire du candidat s'il est choisi à la présidentielle ? Non, parce que évidemment la politique territoriale est radicalement différente d'une politique nationale. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu, en étant maire de Grenoble, d'abord il y a l'expérience de la prise de décision, des responsabilités du collectif, du travail avec tout le monde. C'est aussi toucher la puissance de la transformation à l'échelle locale. Les projets nous seront en 2022, nous produirons notre consommation électrique en électricité 100% verte, ni fossile ni nucléaire. Donc oui, ça c'est majeur en termes de projet de décarbonation et c'est fait à l'échelle locale. Notre réseau de chauffage urbain est aujourd'hui à 85% décarboné également. Donc ça aussi, c'est des sujets majeurs, concrets, qui travaillent les questions financières, les questions de pouvoir d'achat, les questions d'emploi, les questions environnementales. Mais j'ai touché aussi les limites de l'action locale quand il n'y a pas un État stratège qui fixe un cap clair. Et donc là, évidemment, c'est pour ça aussi que j'y vais avec cette légitimité, c'est que je sais que donner des moyens aux collectivités locales, poser un cadre qui ne ménage pas la chèvre et le chou, parce qu'aujourd'hui nos problèmes sont des problèmes d'incohérence. Le rapport du Haut Conseil pour le climat au mois de juin pointait cela. La France va 2 fois trop lentement dans ses réductions de gaz à effet de serre et elle va moins vite que les autres pays européens. Donc c'est pour nous une opportunité phare de retrouver un projet qui fédère les Françaises et les Français derrière quelque chose qui a du sens, qui les dépasse et qui nous fasse retrouver aussi une place sur la géopolitique, parce que la déconnexion entre les actes et les discours, évidemment, à l'échelle internationale, ça nous fait perdre tout crédit et tout pouvoir d'influence. Merci beaucoup. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.